Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Au sommaire d'Oser investir, mon cher Thomas. Oui, Laurence, alors on va commencer à parler de l'annulation de la niche fiscale Airbnb dès cette année. Notre invité est Stéphane Imovic, président d'Icori. On va parler d'investir dans l'immobilier ancien occupé. Est-ce un bon placement ? On va vous y répondre dans un instant. Et on terminera ce numéro avec Guy Marty, notre expert en gestion de patrimoine, qui va nous parler de macro et de microéconomie. C'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors, le conseil de la semaine, on commence, Thomas, vous venez de le dire, avec l'annulation de la niche fiscale Airbnb dès cette année. Comment cette situation est survenue en premier lieu, en fait ? Lors de l'examen, Laurence, du budget fin 2023, le gouvernement a oublié de supprimer un article qui réduisait l'abattement fiscal pour les meublés touristiques. En février dernier, une note officielle a réintroduit cet abattement, semant le doute sur la volonté du gouvernement de régler ses locations. Les organisations professionnelles ont donc dénoncé cette réintroduction comme une forme d'optimisation fiscale. Alors là, que vient-il de se passer ? Le Conseil d'État a annulé une partie de la loi de finances 2024 qui permettait aux locations Airbnb de bénéficier d'une niche fiscale. Alors forcément, cette décision est importante pour le secteur du tourisme. Oui, cette décision est cruciale car elle élimine un avantage fiscal pour les locations saisonnières par rapport aux locations classiques. Ces fameuses locations bénéficiaient d'un abattement fiscal très avantageux, créant une concurrence jugée déloyale pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Voilà, et puis c'est pas tout parce qu'il y a des impacts aussi sur les contribuables et le marché locatif, Thomas. Oui, les contribuables ayant déjà déclaré leurs revenus pour 2023 ne seront donc pas affectés. En revanche, cette décision pourra encourager des associations de contribuables à attaquer l'État pour le manque à gagner causé par cette niche fiscale. À plus long terme, cela pourrait mener à des régulations plus strictes dans le secteur de l'immobilier. À suivre donc. Allez, on passe à votre invité ce matin, Stéphane Imovic, président d'Icori, créé en 2015. C'est un acteur indépendant spécialiste de l'immobilier résidentiel pour le compte de grands propriétaires et investisseurs institutionnels. Bonjour. Bonjour. Stéphane Imovic, on va parler d'investissement dans l'immobilier ancien occupé par un locataire. C'est votre modèle d'ailleurs de fonctionnement d'entreprise. Mais avant toute chose, ça consiste en quoi d'investir sous cette forme ? Est-ce qu'on peut l'expliquer à nos auditeurs ? Oui, absolument. Investir dans des biens occupés, ça signifie que vous achetez un bien qui est déjà occupé par un locataire à travers un bail et que ce locataire n'a pas souhaité acquérir son logement puisqu'on a dû lui présenter préalablement l'achat de son appartement et que donc il a refusé. Et à partir de ce moment-là, on peut vendre un logement occupé auprès d'un investisseur extérieur. Alors l'investisseur extérieur, ça peut être des investisseurs institutionnels, mais c'est surtout, c'est ce qui nous intéresse ce matin, des investisseurs particuliers. Quelqu'un qui va décider de mettre son argent dans quelque chose, en l'occurrence un appartement occupé, pour placer et se faire un revenu, parce que c'est ça aussi la démarche derrière. Oui, absolument. Alors, les investisseurs institutionnels n'achètent pas des lots de copropriété. Oui. En revanche, c'est vrai que nous... Ils achètent des immeubles ? Ils achètent des immeubles, bien évidemment. Et nous, on vend essentiellement des immeubles d'institutionnels. Mais lorsque ces immeubles d'institutionnels sont mis en copropriété, à ce moment-là, effectivement, si le locataire n'a pas décidé d'acquérir son logement, on peut vendre occupé selon des modalités qui sont très précisément fixées par la réglementation. Donc, le gros intérêt d'acquérir un appartement occupé, c'est plusieurs points importants. Premier point, on achète un bien qui est occupé. Ça veut dire que le premier jour, le lendemain de la signature, on perçoit un loyer. Alors bien évidemment, il faut savoir que lorsqu'on achète un appartement occupé, il peut être occupé depuis plusieurs années et automatiquement, le loyer n'est pas forcément au loyer de marché et donc on peut avoir une différence un peu significative. En revanche, le gros atout lorsque vous achetez un appartement occupé, c'est que, vous avez l'historique du locataire, donc vous savez si le locataire paye bien ou s'il ne paye pas bien, vous savez s'il y a eu des problèmes dans son appartement, parce que vous devez transmettre le maximum d'informations auprès de l'acquéreur. Deuxième point, vous avez un loyer, comme je le disais tout à l'heure, qui est perçu immédiatement. Point complémentaire et non négligeable, vous achetez dans des conditions plus attractives qu'un prix libre. C'est-à-dire qu'un appartement occupé, c'est un peu moins cher
selon la nature du bail, selon le loyer, selon l'âge du locataire aussi, parce que vous avez un certain nombre de locataires qui peuvent être protégés, et de ce fait, vous l'achetez dans des conditions plus attractives qu'un bien libre. Alors on va s'arrêter sur ce point-là justement qui est intéressant. On l'achète moins cher, vous nous dites à l'instant. Alors j'imagine bien, et nos auditeurs avec moi, que forcément en fonction de l'emplacement, en fonction du type de bien, la décote sera plus ou moins importante. Mais on peut se donner à peu près une idée de combien on achèterait un appartement occupé par rapport à un appartement libre en pourcentage de réduction ? Oui, on peut vous donner une fourchette. On peut trouver des appartements occupés dont le loyer est très proche de la valeur locative, avec des locataires qui sont dans les lieux depuis assez peu de temps, et on peut avoir des cotes qui vont à partir de 5%, mais on peut, dans certains cas, notamment il y a encore quelques appartements en loi de 48, donc avec des loyers anciens, avec des locataires maintenables, etc., et sur lesquels on peut avoir des décotes qui peuvent monter jusqu'à 25-30%. Ah oui, c'est quand même considérable. Ça peut être des décotes assez significatives. Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux pour ce type d'acquisition ? Alors, comme vous le savez comme moi, il n'y a pas d'avantages fiscaux particuliers aujourd'hui en matière d'immobilier résidentiel sur de l'ancien classique. Non, il n'y a pas d'avantages fiscaux particuliers. Le seul avantage, c'est la décote, en fait. L'avantage, c'est la décote. L'avantage, c'est de percevoir un loyer, c'est d'avoir un historique de la bonne perception des loyers et de la manière dont le locataire agit. Et puis, un point important, c'est lorsque vous achetez un appartement occupé, vous n'avez pas de travaux à faire. C'est-à-dire que si vous êtes investisseur et que vous voulez acheter un appartement libre, parfois vous allez être obligé de faire des travaux. Là, ce ne sera pas le cas puisque vous prenez le lieu en l'état, avec le locataire tel qu'il est à l'intérieur du logement. Stéphane Imovic, à quoi doit-on s'attacher quand on veut faire l'acquisition de ce type de bien par rapport au logement? Est-ce qu'il y a des règles un peu différentes par rapport à un achat d'un appartement libre? Alors, j'imagine que vous allez me parler du locataire, mais dans le même temps, il est déjà dans les murs, donc vous repartez avec cet acquis. Mais en tant que bien, en tant que tel, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire vraiment attention? Alors, aujourd'hui, il y a un point qui est très important, c'est les diagnostics de performance énergétique. Ça devient un des éléments constitutifs aussi du prix. On s'aperçoit qu'un bien classé correctement, c'est-à-dire jusqu'à D, grosso modo, voire E, a beaucoup moins de décote qu'un bien qui serait classé F ou G, puisque, comme vous le savez, les biens classés G et F bientôt ne seront plus disponibles à la location. Donc oui, 2025 pour les G. Voilà, absolument. Donc ça signifie que il faut être très attentif à ça. C'est le premier point. Ensuite, ce sont tous les critères classiques en matière d'acquisition d'un bien. C'est-à-dire, bien sûr, c'est la localisation. Bien évidemment, c'est savoir dans quel étage se situe le bien, l'état dans lequel il peut être. Voilà, des choses assez classiques qui sont constitutifs du prix lui-même d'un appartement. Alors après, il faut le financer, on est bien d'accord. On a vu dans les mois précédents les remontées des taux, alors ça s'est un peu redescendu depuis quelques semaines, quelques mois. Dans le même temps, est-ce que c'est pas ce type de biens qui sont plus faciles à financer qu'une acquisition parce qu'il y a justement un locataire? Les banques sont peut-être plus facilement acceptables dans l'approche de financement que pour d'autres biens, parce que c'est pas facile aujourd'hui, on le voit bien. On a reçu des banques au micro d'Oser Investir, des courtiers, ils le disent tous. Les banques sont très regardantes sur les dossiers, quel que soit le taux, de plus en plus. Donc, est-ce que c'est plus facile à financer? Et évidemment, c'est plus facile à financer, surtout quand on a un historique du locataire qui est tout à fait correct. Donc, effectivement, les banques sont plus sensibles au fait qu'un appartement que le bailleur futur percevra immédiatement un loyer. Ce sont des choses significatives. En revanche, il faut savoir bien évidemment que comme les loyers sont souvent inférieurs à la valeur locative, on se retrouve avec des rendements qui ne sont pas forcément très significatifs. C'est ça, je voulais justement, ce sera ma dernière question pour vous ce matin, sur le rendement. Que peut-on en espérer concrètement? Alors, le rendement est un des éléments constitutifs, je considère, de la valeur d'un bien. C'est-à-dire que ce que les investisseurs classiques parle de retour sur investissement, etc. On prend à la fois le rendement et on prend également la plus-value potentielle. Donc il faut être très attentif
Parfois, vous pouvez avoir des rendements faibles, mais vous pouvez avoir une plus-value très significative. Et c'est la conjonction et de ce rendement et cette plus-value qui fait la rentabilité d'un bien. Donc il faut bien évidemment être sensible au loyer payé, mais il faut être sensible aussi à la qualité du bien et à la plus-value potentielle que l'on peut faire à terme. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Stéphane Imovic. Je rappelle que vous êtes le président d'Icori. Intergestion Rennes, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et l'expert, c'est forcément Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Et avec Guy, Thomas, vous allez parler économie. Bonjour Guy. Bonjour Laurence. Guy, oui, et puis Laurence, ce qu'on va parler surtout de macro et de microéconomie. Alors pourquoi ces nuances, mon cher Guy ? Vous avez dû vous apercevoir que il y a une différence entre les statistiques de l'inflation et l'évolution de votre propre pouvoir d'achat. En fait, la microéconomie, par opposition à la macro, c'est vous, votre expérience, votre ressenti. Oui, mais dans les débats publics, sauf erreur de ma part, on parle quand même surtout de macroéconomie, n'est-ce pas ? Alors c'est vrai, et si par exemple, je vais prendre un exemple, les retraites. Oui. Bon, aujourd'hui, il y a à peu près 17 millions de retraités pour 30 millions de personnes actives, pour donner des chiffres simples. Donc évidemment, il va y avoir des débats sur l'âge du départ en retraite, la durée des cotisations, etc. C'est de la macroéconomie. Oui, mais c'est moi, si je vous parle en revanche de microéconomie, pour la retraite, je dirais par exemple que je vais épargner pour me constituer des revenus futurs. C'est logique. C'est ça. Oui. Mais j'ai une anecdote, c'est qu'il y a un certain temps, un jour, Alfred Sauvy parlait de démographie et je parlais justement de retraite par capitalisation. Et quand nous sommes descendus de la tribune, il m'a dit, jeune homme... Il est flatteur, hein, Alfred Sauvy. Non, c'était il y a longtemps. D'accord, ok. Il m'a dit, jeune homme, vous ferez les calculs. Combien faudrait-il de capital si on voulait financer la retraite des Français par la capitalisation? Alors en fait c'est simple, hein. Si on dit que, pour faire très très simple, dans quelques années 20 millions de retraités à raison de peut-être 20 000 euros par an, pour chaque retraité, ça fait 400 milliards d'euros de revenus. Si ça vient d'un capital et que c'est placé à 3%, ça ferait 13 200 milliards 13 200 000 milliards d'euros. Mais vous y Donc perdez, mon pauvre Guy, dans les chiffres. Votre conclusion pour tout ça? La conclusion, c'est que macroéconomie, les gouvernements doivent organiser des transferts entre les personnes qui travaillent et celles qui sont traitées. Microéconomie, si vous pouvez, vous essayez d'améliorer votre situation personnelle. Moi j'ai tout compris. Oui, j'ai sorti mes calculettes et tout. Merci beaucoup Guy Marty et merci bien sûr Thomas Binet. On se retrouve le week-end prochain. Avec plaisir. Allez.